Bien, la récréation est terminée. On va reprendre en suivant un petit peu la dernière présentation de Karine sur fatigue et sclérose en plaques. Moi, je vais regarder plutôt le côté un petit peu mécanique des choses pour voir si on peut comprendre quelque chose. Le point important, c'est que c'est quand même un des symptômes les plus fréquents dans la maladie, et souvent dès le début, comme elle l'a dit, est un symptôme qui est invisible. Et les symptômes invisibles, c'est un grand problème parce qu'on peut avoir des patients handicapés sans fatigue et des patients fatigués sans handicap. Et là, la fatigue elle-même est un handicap important. Le problème aussi, ça va être la définition de la fatigue. Est-ce que c'est une fatigue psychique, une fatigue physique? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? Ce n'est pas évident du tout, parce que c'est une sensation. Et cette sensation, comment la définir? Ce n'est pas évident du tout. Les patients ont du mal à donner une définition ou dire « je suis fatigué ». Alors, parfois, c'est je ne peux pas faire tel effort », parfois, c'est « je suis rapidement fatigué », mais souvent, c'est un état quasi permanent qui leur tombe sur le dos et ils ont l'impression de ne rien pouvoir faire. Et là, c'est là où la partie psychologique compte beaucoup, parce que on s'aperçoit que certains actes peuvent être faits sans fatigue, et des actes plus fatigants physiquement, non, moins fatigants physiquement, plus je pédale, moins j'avance plus vite, je recommence à zéro. C'est-à-dire certains actes sont faits comme une promenade, aller se baigner, ça se passe bien, et à côté de ça, un effort moins important de la vie courante est ressenti comme fatigant. Donc le vécu est quand même très important dans la fatigue. Le phénomène le plus important, c'est que c'est même souvent une sensation permanente d'épuisement qui va bloquer la vie, donc être un handicap majeur, gêner la vie de famille, on en a parlé, comme pour le handicap physique, ça gêne la vie de famille, ça gêne la vie professionnelle, ça gêne la vie relationnelle, et c'est une cause d'isolement assez important. À côté de cette fatigue quasi continue, parfois, certains patients nous décrivent plus des fatigues liées à l'effort. C'est-à-dire, avant, je pouvais marcher 10 km, maintenant, je marche 1 km et je suis fatigué. Là, on tombe dans une fatigue beaucoup plus physique, beaucoup plus compréhensible pour quelqu'un qui n'a pas de sclérose en plaques, parce qu'elle est explicable par une activité physique. Mais dans tous les cas, c'est quand même quelque chose qui va stopper les activités et qui va bloquer le patient. Quelles sont les composantes physiques de la fatigue? Ça aussi, on connaît un mécanisme que je vais vous expliquer, mais je pense que c'est très loin de tout expliquer. Les connexions dans le cerveau sont bien complexes et je pense qu'on ne connaît pas grand-chose encore sur le fonctionnement du cerveau, aussi bien psychologiquement que physiquement. Un phénomène important, c'est la chaleur, parce que là, au moins, on a du concret. On peut dire 80% des patients, la chaleur est un phénomène handicapant. C'est-à-dire vraiment, on peut voir apparaître des déficits majeurs considérables à la chaleur. Par exemple, monter dans une voiture qui est restée au soleil, on se retrouve dans une température qui fait 55 degrés, et certains patients sont paralysés et voient réapparaître tous leurs symptômes. Un patient qui est bien, mais qui a eu dans le temps une atteinte motrice d'un membre, un trouble de la coordination, un trouble sensitif, à la grippe, monte à 40, et à ce moment-là, tous les symptômes reviennent. Ce n'est pas une poussée, ce n'est pas une évolution de la maladie, mais on voit tous les symptômes réapparaître. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans le cerveau laisse une trace, et cette trace est considérablement aggravée par la chaleur. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du froid. En ce moment, on parle comment j'appelle ça, des chambres à cryothérapie. Là. Ah oui, il paraît que c'est 170 degrés. Toujours. Moins, oui, moins, bien sûr, oui, parce que 170, là, c'est le merguez, ça s'appelle merguez, ça, c'est autre chose. Donc, ça ne dure pas longtemps, hein, quelques minutes, heureusement, parce que sinon, ça doit être terrible. Mais j'ai une patiente qui l'a fait, là, pour l'instant, je n'ai pas l'expérience. Hein, et voilà, j'ai une patiente qui l'a fait, qui a fait 4 séances. Le but d'être bien en sortant, bon, vous mettez dans une baignoire fraîche, c'est un peu pareil. Mais ce que je veux savoir, c'est si sur le long cours, c'est intéressant. Pour vous, vous avez l'impression qu'au long cours, ça se garde? Ouais. Ah ouais. Ouais. Alors ça, c'est une technique très ancienne, parce qu'il y a 40 ans, on mettait les gens dans une baignoire d'eau avec des glaçons. Hein. C'est pas très confortable, parce que là, il faut y rester plus longtemps, on n'est pas à moins 180. Donc il y a un confort qui est un petit peu... Mais de toute façon, si vous avez très chaud, que vous êtes fatigué à cause de la chaleur, systématiquement, soit vous remplissez votre baignoire d'eau et vous y mettez de temps en temps, soit vous mettez sous le tuyau d'arrosage du jardin. Mais le fait de se refroidir, même de se mouiller, l'évaporation refroidie, peut vous faire disparaître la fatigue pendant 30, 40, 50 minutes. Alors, cette fatigue, bien sûr,
Plus la maladie évolue, plus la fatigue est importante. Mais elle peut exister dès le début dans la maladie, avant même un handicap important sur le plan physique. Et elle est quand même beaucoup plus sévère dans les formes progressives, dans ces formes d'installation très très lente, progressive pendant des années. Et elle a souvent cette sensation d'épuisement permanent. En revanche, comme je vous disais tout à l'heure, le handicap et la fatigue ne sont pas forcément liés. Certains patients très handicapés peuvent ne pas se sentir fatigués, et des patients peu handicapés qui ont ce qu'on appelle un EDSS bas peuvent être très handicapés par cette fatigue. Ça, c'est un point important parce que sur le plan, je dirais, social, pour la sécurité sociale, pour tout ça, c'est un symptôme totalement visible. Si un de vos patients passe devant un expert de la sécurité sociale et que moi, j'ai marqué EDSS 2, bon, EDSS 2, c'est le score de handicap. 2, c'est l'association d'un petit trouble moteur, d'un petit trouble sensitif, c'est tout. Donc c'est un patient qui va quand même bien. Mais malgré ça, le patient peut être très handicapé par la fatigue. Et ça, sur le plan administratif, c'est très difficile à faire comprendre. Certains médecins de la Sécu ont progressé, mais ils ont pris leur retraite. Les jeunes ont moins compris, j'ai l'impression. Je le raconte par méchanceté pure, mais il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à un médecin de sécurité sociale pourquoi tous les patients qui avaient une sclérose en plaques et qui sortaient de leur bureau pleuraient. Il y a eu un blanc dans la conversation. Oui, à ce point-là, oui. À ce point-là, oui. Donc il faut, voilà, donc c'est dur de faire comprendre quand on a cette maladie, cette fatigue, ce truc, même à sa famille, effectivement, c'est difficile de faire comprendre la fatigue. Ça, c'est... Alors, comme pour le reste, comme pour les troubles urinaires, comme pour le handicap, toujours rechercher ces fameuses épines irritatives qui peuvent tout multiplier et tout décompenser. Donc un patient qui est dépressif va automatiquement être fatigué. On peut dire que la fatigue est un symptôme quasi permanent dans la dépression. La douleur, un patient qui souffre beaucoup va être épuisé par sa douleur. Les troubles du sommeil, un patient qui dort mal, et c'est pas facile. Là, j'ai rarement de bonnes solutions. Je pense qu'il faut s'orienter plus vers des techniques non médicales pour cette prise en charge, de la relaxation, de la sophrologie, la prise en charge psychologique, tout ce qui est soft est bon à prendre, et puis essayer d'éviter les produits qui abrutissent. Alors, on sert de produits pour la douleur ou pour dormir comme le Laroxyl, mais on essaie de rester à des doses quand même faibles pour ne pas abrutir les patients. Il faut toujours trouver des traitements qu'ils supportent. On ne va pas remplacer un symptôme par un autre. Mais mal dormir, c'est une catastrophe parce que vous réveillez mal, vous êtes encore déjà fatigué et c'est difficile d'entamer une journée. Autre point, le déconditionnement à l'effort. On va en reparler un petit peu. C'est terrible parce que si vous marchez tous les jours 2 km, que vous arrêtez de marcher, le jour où vous aurez marché de nouveau 2 km, vous avez complètement perdu l'habitude de le faire. Et ce qui vous demande un effort normal va devenir un effort énorme. Donc, il ne faut surtout jamais arrêter. Il faut adapter son effort physique à ses capacités, à sa résistance, c'est-à-dire dépenser les 80% dont parlent les gens, moi je dis les 2/3 de son énergie, il faut toujours avoir un peu de réserve, et il faut pas tailler ses arbres une journée et dormir le lendemain, ça n'a jamais été une bonne technique. Il faut programmer son activité, ça c'est un point important. Se coucher le soir en disant demain je ferai ça, je sais que je peux le faire, tant pis si ce n'est pas terminé, il ne faut pas dépasser ses limites, mais il faut toujours garder une activité physique importante. Et puis aussi les intolérances aux médicaments, hein. Nos médicaments peuvent fatiguer, hein. C'est toujours, que ce soit les interférons, tous ces produits-là peuvent entraîner une fatigue ou la majorer, et c'est toujours un calcul de risque ou d'inconvénient entre la maladie et le traitement. Alors donc, lorsqu'on a éliminé toutes ces causes secondaires de fatigue, les dites primaires, c'est la maladie elle-même qui cause la fatigue. Et quel est le mécanisme de la fatigue ? On peut mettre presque sur le même plan, comme l'a dit Karine ce matin, la fatigue physique, la fatigue psychique et les troubles cognitifs. C'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que le patient, on parlera un petit peu d'orthophonie tout à l'heure, mais le patient qui a une sclérose en plaques a systématiquement des troubles cognitifs. Même s'ils ne s'expriment pas, même si vous ne les voyez pas. Chaque fois que vous pensez, que vous faites un effort de raisonnement, vous dépensez beaucoup plus d'énergie que quelqu'un qui n'a pas la sclérose en plaques. Et ça, c'est pas évident. Alors vous êtes un peu plus lent. Vous avez une mémoire de travail plus difficile, vous avez du mal à suivre 2 conversations en même temps. C'est très fin, les autres ne s'en aperçoivent pas forcément, mais vous, comme vous faites des efforts considérables pour arriver à battre votre travail,
vous allez vous fatiguer beaucoup plus vite. Et cette fatigue mentale entraîne aussi une fatigue physique. Hein. Elles sont souvent très très liées. Hein. Donc la fatigue elle-même, la fatigue physique, entraîne des troubles, aggrave les troubles cognitifs. Toutes les activités automatiques, tout ce qui est programmation, ça entraîne aussi une activité intellectuelle. Hein. Marcher, programmer un ordinateur, c'est un acte physique qui, en même temps, va vous faire des automatismes sophistiqués qui vont fatiguer votre cerveau au même titre que l'activité physique. Donc les patients, ils trouvent des stratégies de compensation pour essayer de s'en sortir, et c'est là où l'orthophonie est importante. On peut aider les gens, où l'aide du psychologue est important, et là on retombe encore dans la prise en charge globale du patient. Comment faire en dehors de la prise en charge neurologique qui est relativement simple, hein, c'est état de la maladie, nécessité d'un traitement, essayer de stabiliser la maladie, mais tout le reste, alors chacun un petit peu ses recettes, et puis chacun trouve un peu midi à sa porte. Et donc la spirale infernale, ça c'est vraiment le truc important. Une jeune femme apprend qu'elle a une sclérose en plaques, donc elle a un déficit, elle va arrêter son activité physique. À ce moment-là, elle va perdre son muscle, elle va être plus faible, elle va être fatiguée, donc elle va déprimer. Donc c'est vraiment, dès le début de la maladie, il faut se dire surtout, prenons en charge cette fatigue, prenons en charge l'activité. Si on garde des activités physiques sans atteindre l'épuisement, hein, c'est pas mère courage, hein, ça suffit ça. Privilégiez ce qui vous fait plaisir à ce qui vous fait pas plaisir, parce que paradoxalement, le travail est plus fatigant que le loisir. C'est marrant, même pour les autres. Hein. Il faut arrêter comme ça. Non, c'est vrai, même épuisé, vous pouvez aller faire du sport. Pourquoi ? Eh bien, dans la sclérose en plaques, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous pouvez être fatigué pour une activité, mais si vous faites du programmé, un effort physique, vous allez à la piscine, vous nagez, vous mettez dans l'eau, vous êtes mieux et vous arrivez à faire des choses que vous ne seriez pas capable de faire pour le travail. Ça, il ne faut pas le répéter. Hein. Alors, ce dessin, c'est un petit peu ce qu'on connaît sur la sclérose en plaques. Vous voyez, la sclérose en plaques, il y a un axone, c'est le petit fil électrique, si je trouve voilà le petit fil qui est à l'intérieur. Et ce fil est recouvert de Chatterton, ce sont des cellules qui s'enroulent autour. Et les cellules se suivent, alors ça c'est une seule cellule, hein. L'axone vient d'une seule cellule qui part du cerveau et qui va jusqu'à la moelle. Et le Chatterton, c'est des petites cellules les unes derrière les autres. Et le courant qui passe dans un neurone, ce n'est pas un courant continu comme votre 220 volts de la maison, c'est un courant qui est ce qu'on appelle saltatoire, poum. Il saute d'un nœud à l'autre. C'est-à-dire le nœud, c'est entre deux cellules, ce qu'on appelle les nœuds de Ranvier. Donc il saute d'un courant à l'autre et c'est, en fin de compte, le diamètre du fil et la gaine du fil qui définissent la vitesse du courant électrique qui est variable selon le type de sensibilité. Quand vous avez une atteinte de sclérose en plaques, vous savez que ce sont les lymphocytes qui sont rentrés dans le cerveau et qui veulent vous grignoter la myéline. Donc à ce moment-là, vous n'allez plus avoir ce courant saltatoire. Et souvent, quand il y a une grosse atteinte, il y a une paralysie, un déficit, mais même quand vous récupérez, la myéline qui se régénère est des fois un peu moins bonne, des fils restent démyélisés, c'est-à-dire sans gaine, et à ce moment-là, le courant, au lieu d'être saltatoire, sauter d'un nœud à l'autre, va être continu. Et les vitesses sont considérablement plus lentes. Ça peut être jusqu'à 5 à 10% de la normale. Alors effectivement, ça ne joue pas sur un mouvement... un millième de seconde ou un centième, ça ne se sent pas, mais sur la répétition. Et en plus, dès que vous répétez l'effort, le courant va passer. Si les fibres ont perdu leur gaine, il va y avoir des fuites d'ions. Les ions sodium, potassium fuient du neurone et il y a un moment, ça bloque. Et c'est ce phénomène que vous connaissez qui est le phénomène d'Uthoff. Vous connaissez ? Oui. Hein, voilà, le phénomène d'Uthoff, c'est l'apparition d'un signe physique à la fatigue, à l'effort, voilà, c'est parce que le courant ne passe plus, vous reposez, vous refroidissez et ça repart. On l'a sur la vision, c'est très fréquent dans les névrites optiques, c'est-à-dire vous récupérez une vision à peu près correcte, mais à la fatigue, vous voyez que la vision baisse, vous reposez, la vision redevient normale. Donc ça, c'est ce que je dis, la conduction, et donc les vitesses peuvent être vraiment considérablement ralenties. Ça, c'est le même dessin. Et donc la conclusion, c'est que pour faire le même effort, il vous faut des fois entre 50 et 200 fois plus d'énergie. Donc même si vous êtes en forme au départ, vous êtes beaucoup plus facilement fatigué que les autres.
Alors, plus vous, la solution, vous ne pouvez pas faire augmenter la vitesse du courant, vous ne pouvez pas faire remyéliser. La seule solution, c'est de garder une capacité, une musculature la mieux possible pour arriver à fonctionner sans vous épuiser. Donc, l'entraînement doit être un entraînement régulier, ça c'est le point important. Adapté à l'effort avec toujours notre frontière des 80%. Ne jamais atteindre la fatigue énorme parce qu'à ce moment-là, ça bloque tout. Mais vous arriverez à continuer à marcher, à fonctionner, à faire du vélo éventuellement. Alors que si vous arrêtez, le déconditionnement à l'effort et la perte de masse musculaire, c'est foutu. Après, c'est difficile de remonter. Donc, je vous ai dit, la prise en charge. Bon, la prise en charge, je ne vais pas la faire parce que Karine l'a bien faite. Moi, sur le plan purement physique, c'est la question, c'est là. C'est éliminer une fatigue secondaire. Ça, c'est le point important. Toujours se dire, tiens, elle est fatiguée, pas dire, bah oui, c'est la sclérose en plaques. Mais s'il y a une infection urinaire, si le patient est déprimé, s'il a des problèmes au boulot. Et ça, le boulot, c'est difficile parce que la surcharge de travail, c'est pas une surcharge réelle, c'est une surcharge par rapport aux capacités. Et ça se voit pas sur la tête des gens. Donc, il faut faire passer le message. Et une autre maladie. Alors, on sait que la comorbidité, ça c'est que vous avez n'importe quelle autre pathologie, ça vous aggrave. Hein, ça, c'est considérable. Alors, les médicaments, j'en ai cité deux comme ça. Le Mentadix, c'est un vieux produit qui est sorti comme antiviral au départ et qui marche parfois un peu sur la fatigue sur le en plaque, mais c'est pas grand-chose. Le Fampira, c'est plus intéressant. Le Fampira, c'est un produit dont l'indication, c'est EDSS4, donc déjà quelqu'un qui a quand même du mal à marcher, et qui fait en sorte qu'il y ait moins de fuite d'ions sur ces fibres démyélisées. Comme il y a moins de fuite d'ions, le courant passe mieux, et on peut dire que plus de 50% des patients sont améliorés dans leur résistance à la marche. Moi, ce que je faisais pour la mise en route, c'est une action assez rapide. Mise en route du traitement, c'est 2 comprimés par jour à distance des repas. Chronomètre de mon bureau et de la salle d'à côté, aller-retour, et 15 jours après, rechronomètre. Et effectivement, une fois sur deux, il y avait une nette amélioration. Au bout d'un certain temps, les gens disent « oui, j'ai l'impression que ça ne fait plus grand-chose », et quand ils l'arrêtent, là, ils se rendent compte que ça sert à quelque chose. Alors, donc, dans la prise en charge physique, hein, en dehors de la... Mais je dirais que la prise en charge physique est presque secondaire à la prise en charge psychologique. C'est la réadaptation à l'effort. Elle doit être adaptée au handicap, hein, ne jamais forcer. Elle doit toujours être positive, quel que soit le handicap. On peut faire de la gymnastique sur un fauteuil. Les bras, ça sert. Si on a un psoas, on fait travailler le psoas. Si on a les releveurs des pieds, devant la télé, on peut faire plein de choses. Hein. Devant la télé, ouais, parce que sinon, c'est comme le vélo d'appartement. Hein. Vous le mettez devant un écran de télé, c'est beaucoup plus facile que quand il n'y a pas d'écran de télé. Hein. Et puis, donc, il faut s'aider de toutes les techniques, sophro, relaxation, kinésio, enfin, trouver des techniques qui aident. L'hygiène de vie, important, une bonne alimentation. Hein, on a une naturopathe dans la salle qui donne des conseils pour ça. Effectivement, savoir bien s'alimenter, pas prendre de poids, pas bouffer des cochonneries. Moi, je suis vive les sardines à l'huile, le filet de cabillaud et les légumes verts. Ne pas fumer. Gestion de l'effort et servir du froid quand même. Voilà. Alors, le tabac est très, très néfaste dans la sclérose en plaques. Hein. Surtout dans les formes progressives. Je pense que ça aggrave beaucoup la dégénérescence neuronale. Et voilà, donc ne jamais baisser les bras, ça c'est le point important, il y a toujours des trucs positifs à faire. Des questions? Oui? Non? C'est ce que je dis, le premier qui dit la kiné m'a rien fait, je lui fous une baffe. C'est je n'ai rien fait chez le kiné, c'est ça qu'il faut dire. Moi, j'ai juste une petite question sur le ouais. Fampira. Ouais. On n'arrive plus à le trouver. Oh. Bah, ah bah si, il faut... Attends, c'est celui-ci, il y a un 0800, je crois. Il faut que le pharmacien téléphone au 0800 pour être... Ah, c'est ça, c'est celui-là, c'est sur le Fampira. Béatrice vous donnera le... Ça fait 15 jours. Oui, non, il y a un 0800, parce que là, maintenant, c'est devenu la mode. Hein. Le Modopar pour le Parkinson, on n'en trouve plus en ce moment. Il faut le faire. Il y a eu une rupture de stock de Modopar. Faut quand même être... C'est grave. Donc, tous les gens qui sont arrêtés dans la rue, c'est qu'ils n'ont plus leur... c'est n'importe quoi. Et sur des produits basiques. Hein. Donc, en général, quand il y a des problèmes, on téléphone le pharmacien téléphone directement au labo et il fournit.
C'est le pharmacien téléphone au labo, pardon, oui, le contraire. Ouais. Ah ouais, donc... On en avait sûrement déjà parlé en quelques rendez-vous. Quand on s'est vu, quand on désire entamer une grossesse, Ouais. donc arrêter le Gilenya, ça on le savait déjà, mais il y a quand même des risques de pousser suite à l'accouchement. Ouais. Qui sont Pour la grossesse, c'est importantes. simple. Grossesse naturelle sans traitement. La grossesse est bénéfique sur la sclérose en plaques, c'est-à-dire pendant la grossesse, moins de poussée, après la grossesse, plus de poussée, moins plus égale quand même moins. Mais ça, c'était avant. Maintenant, on a des traitements efficaces. Alors, si on est sous interféron, c'est-à-dire un médicament de première ligne comme les interférons ou la Copaxone, moi je conseille de les continuer parce qu'on a vraiment démontré qu'il n'y avait pas de toxicité par la grossesse, c'est aussi bien. Le dernier traitement qui est sorti, le Tecfidera, ça n'a pas question de le prendre pour la grossesse. Je crois pas, on n'a pas assez de recul pour se permettre des choses comme ça. Si on est sous traitement de seconde ligne, comme le Gilenya que vous avez, là, on est sur une forme quand même active de la maladie. Donc, quand vous allez l'arrêter, il y a une grande chance de rechuter, même pendant la grossesse. Donc, ce que je conseille maintenant et que je fais, c'est que je donne une première ligne pendant la grossesse, type interféron. Alors, même Copaxone, je le donne, même s'il y a une étude qui a montré que la Copaxone n'empêchait pas trop les rebonds. Mais les interférons, je pense qu'on divise par 2 le risque de récidive pendant la grossesse. Exemple personnel, mais je parle de mes grossesses parce que je suis un peu paternaliste, mais mes 2 avant-dernières grossesses n'ont pas pris de traitement, elles ont fait des poussées. Hein, c'est assez costaud et c'est quand même pas rassurant, même si elles ont actuellement bien récupéré, elles ont quand même fait des atteintes neurologiques, et ça, quand on vieillit, ça s'accumule. Les 2 dernières qui ont été sous traitement, une de Copaxone, 3 même, une de Copaxone et les autres interférons, ont passé des grossesses impeccables avec reprise de la deuxième ligne après. Arrêter une deuxième ligne, c'est comme arrêter le Tysabri, il y a un rebond, mais automatiquement, ces gens-là sont des gens qui ont des formes plus inflammatoires et plus actives. Donc l'arrêt du traitement, ça... voilà. Et sachant, juste, désolé. Oui, allez-y, oui. C'est personnel, après il y en a peut-être d'autres, sachant que ma mère avait aussi une sclérose en plaques. Donc, moi ensuite, il y a encore plus de risques. Alors il n'y a pas encore plus de risques, là j'ai déjà dit à quelqu'un tout à l'heure, effectivement, la sclérose en plaques est presque jamais une maladie génétique. Il y a quelques cas, mais c'est exceptionnel des familles. Mais il y a beaucoup de gènes favorisants, vous avez presque une centaine de gènes favorisants. Donc ces gènes favorisants font que votre risque potentiel d'avoir une sclérose en plaques, c'est un peu comme l'épilepsie, comme n'importe quoi, des gènes favorisants. Quand il y a une sclérose en plaques dans une famille, les autres, pas en transmission directe, hein, c'est-à-dire que si vous avez une sclérose en plaques, votre mère a plus de risque d'en faire une tardive, ou votre tante ou votre cousin. C'est pas génétique au sens transmission, c'est des gènes favorisant telle pathologie. Donc votre enfant a peut-être un petit peu plus de risque que la population générale, mais ça reste un risque qui est quand même mineur. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de familles où il y a 2 scléroses en plaques. Hein. Quand on regarde les familles, je sais pas, il faudrait faire une petite enquête. Vous Alors la biotine, c'est difficile de répondre. Merci. Pour l'instant, on n'a quasiment aucun traitement pour les formes secondairement progressives. On se sert de l'endoxan, c'est-à-dire de chimio, un des plus vieux produits, probablement efficace, peut-être, peut-être. Voilà. Pas très convaincu, mais bon, voilà, c'est un traitement à court terme de 6 mois ou 1 an pour essayer de bloquer. Mais voilà. Le seul traitement officiel qui vient de sortir, mais qui n'est pas encore commercialisé, c'est la biotine. C'est une vitamine B à très forte dose, aucun danger. On donne ça aux chevaux de course, ça marche très bien. Hein? Chevaux de course. Ça marche très bien sur les chevaux de course et ça coûte moins cher, je vous le dirai après, mais là, j'ai cafardé. Là. Donc, pour l'instant, j'ai une trentaine de patients qui l'ont. J'en ai, tous sont arrivés à 6 mois à peu près, sans ennui, sans effet secondaire, sans rien. Il y a eu un ou deux qui l'ont peut-être arrêté pour nous. Oui, mais j'ai pas terminé ma phrase. Donc, presque tous sont arrivés à 6 mois et quelques-uns sont arrivés à 1 an. Donc, au bout de 6 mois, j'ai avant tout calculé, non pas l'aggravation de la maladie, mais la tolérance. Bon, et dans l'ensemble, on peut dire qu'à 90%, 95%, il n'y a aucun problème de tolérance. Ceux qui, au bout de 6 mois, parce que l'indication, c'était, au cours des 6 derniers mois, vous êtes-vous aggravé progressivement? Si oui, je vous mets à la biotine. Et au bout de 6 mois, la question, c'est, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes moins aggravé?
Ben, j'en ai au moins 50% qui m'ont dit j'ai l'impression d'être moins aggravé, donc au moins stabilisé. Je dis qu'au bout de 6 mois, on est encore dans l'impression. Au bout d'un an, quand même, quand vous voyez que le DSS s'est pas aggravé, que les gens vous disent non, parce que je faisais il y a un an, je le fais encore aujourd'hui, eh ben, j'ai l'impression quand même que ça marche au moins. Bon, les premiers patients sont assez contents. Hein. Alors j'ai des arrêts, hein, bien sûr, mais si j'en ai 50% qui continuent le traitement, c'est intéressant. Le problème, c'est le prix. Et je dis, c'est un problème qui est... moi, je m'en fous du prix parce que je me dis qu'après tout, je n'ai pas jugé du prix d'un médicament. Je veux dire, je ne vais pas choisir un médicament en fonction de son prix. C'est en fonction de son efficacité. Et les autres neurologues de ville ont dit, c'est trop cher, on ne le prescrit pas. Je trouve que c'est un raisonnement un peu scabreux. Alors, est-ce qu'il est cher parce qu'il est en ATU de cohorte? ATU de cohorte, c'est-à-dire qu'il est prescrit. Quand je le prescris, je fais un dossier que j'envoie à la pharmacie de l'hôpital. La pharmacie de l'hôpital envoie un dossier à Paris. Paris répond en donnant l'accord ou non. Pour l'instant, ils ont toujours donné l'accord. À ce moment-là, on le donne. À 3 mois, je fais une visite intermédiaire par téléphone, souvent. Et à 6 mois, je refais une visite où je remplis à chaque fois un dossier. C'est-à-dire que c'est moi qui me tape les dossiers. Alors, je me dis, effectivement, le prix est peut-être lié au fait, à la recherche, au stockage des données, à l'analyse statistique. Parce que c'est en fonction... L'étude qui a été faite, elle est faite sur, je ne sais plus, 385 patients. C'est pas assez pour se donner vraiment une idée pour un produit comme ça. Donc là, on aura vraiment tous les patients de France qui seront suivis en cohorte et on pourra dire au bout d'un an, on a quand même une stabilisation au bout de 2 ans. Et à ce moment-là, nos autorités de santé pourront définir si on le met en commercialisation ou pas. Alors le prix est très cher. Normalement, je vous dis pour les chevaux, c'est 150 €. Mais si vous voulez des granulés, moi je veux bien. Je vous donne l'adresse. Mais il faut bouffer des granulés. Ça. Non, mais je pense qu'il y a peut-être une histoire de prix. Je ne sais pas pourquoi là. Oui, j'ai aussi une question. J'aurais voulu savoir, pour lutter contre la fatigue, qu'est-ce que vous pensez des vitamines? Est-ce qu'il y en a certaines qui sont à prendre ou pas? Il n'y a aucune. Alors, quand on est fatigué, on prend un complexe vitaminique, comme Monsieur Tout-le-Monde. On a l'impression que ça nous fait du bien. Mais c'est purement... On a fait beaucoup d'études, par exemple, sur les performances intellectuelles des enfants avec ou sans vitamines. Le fait de l'inclure un enfant dans une étude, qu'il ait une bonne vitamine ou un placebo, il est mieux, plus efficace que celui qui n'est pas dans l'étude. Voilà, c'est ça. Donc il y a quand même le côté, je fais quelque chose, j'essaie de... on se motive, quoi. De toute façon, tous les patients motivés vont mieux que les patients non motivés. Donc celui qui prend des vitamines ou qui cherche à bien se nourrir, à faire attention, à bouger un peu, il ira mieux. De toute façon, même si sa maladie n'est pas mieux, il ira mieux, il vivra mieux, il s'assumera beaucoup mieux. Il aura moins le déni de la maladie, le truc comme ça fait partie, effectivement. Mais... Et donc, au sujet d'un régime particulier à suivre Alors le régime, je crois qu'il est valable pour tout. Ça va de l'Alzheimer au Parkinson, à la sclérose en plaques, c'est un régime équilibré. C'est-à-dire, 1, ne rien supprimer, 2, avoir des repas équilibrés avec toujours au moins un sucre lent, un protéine, des fibres, pas trop caloriques. On mange quand même 2 fois trop, 3 fois trop par rapport aux efforts qu'on fait. On est obligé de faire marcher notre machine à fond les manettes pour brûler toutes les calories. Faut vraiment adapter quand même son alimentation. Je crois qu'on est dans un monde, on marche moins qu'avant. Les paysans dans le coin, ils bouffaient la soupe et puis ils allaient travailler 12 heures. Hein, et ils mangeaient sûrement moins que nous. Hein. Le cochon, ils l'avaient 1 fois par semaine. Hein. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler beaucoup sur l'hygiène de vie. Hein, ça, c'est important. Parce qu'il y a le régime Kusmine ou les trucs comme ça. Hein, vous savez, c'est un vieux truc. Kusmine, c'était une... je ne sais pas si elle était médecin. Elle était médecin, je crois, ouais. Et elle a écrit un bouquin sur la sclérose en plaques. Mais c'est loin d'être idiot. Parce qu'elle a sorti des trucs qui étaient totalement empiriques sur l'alimentation, sur le lavage, par exemple, se faire des lavements, des trucs comme ça nous paraît complètement idiot. Mais quand on voit maintenant l'importance du biotope, c'est-à-dire des microbes que vous avez dans le corps, il ne faut oublier que vous avez 4 kilos de microbes hein, dans le corps. Ouais, ça, on en a partout des microbes. Et si on ne les avait pas, on n'aurait pas de vitamines, on n'aurait pas de trucs, on serait dans un bazar infini. Hein. Donc ces microbes nous servent. Et en fonction de notre microbiote, enfin ce qu'on appelait la flore intestinale, avec les maladies, ça joue. On a des souris sans flore ou avec certaines flores vont faire des encéphalites, pas d'autres. Enfin, pour l'instant, on n'y connaît rien sur la sclérose en plaques, mais la flore intestinale est très, très importante. On peut faire maintenant des greffes de... Ça se fait, hein. Pour des gens qui ont des colites, des trucs et qui n'ont pas de bonne flore, on fait des greffes. C'est moins cher que les greffes de foie parce que c'est facile à trouver. Pardon ? Oui, la laver, mais il faut avoir la bonne. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on ne sait pas laquelle est la bonne pour la CEP.
Oui, se purger un peu, c'est la notion de la diète, là. Alors ça, c'est effectivement, non, c'est avec les plantes. Comme ça permet d'évacuer, de drainer, voilà, et de rééquilibrer après. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Bah ça c'est. Non, bah c'est important. Hein. Faudra que. De toute façon, on nous fera un truc l'année prochaine. Hein. Pas de problème. Hein. 160. Ah là, il y a du boulot. Hein. Puis il y aura des questions. En restant sur le même sujet, on en est où sur l'étude du microbiote, justement? Ah bah juste là, je crois que pour l'instant, on n'a pas encore de conclusion. On sait, la réponse, c'est importance du microbiote, ça c'est sûr. Comment le modifier, l'équilibrer au truc, pour l'instant... Si, ça se fait à l'étranger, il faut payer. Oui, c'est ça. Non, bah, il se fait plein de trucs à l'étranger. Hein, ouais, mais Non, voilà. C'est comme les cellules fraîches de Roumanie. Hein, pour l'instant, il n'y a pas d'études. Mais de toute façon, c'est capital. Oui, c'est oui, capital. tout à fait. Mais c'est capital. Mais est-ce qu'on peut, comment on peut l'équilibrer, la changer le truc? Pour l'instant, on est encore dans un vaste truc. Mais elle est capitale, c'est sûr. Oui, on parle beaucoup d'aloe vera. Il y a beaucoup de choses qui peuvent. Et le cannabis thérapeutique. Alors le cannabis thérapeutique, en fin de compte, c'est un produit qui s'appelle le Sativex. Qui est commercialisé dans toute l'Europe, sauf un petit noyau au milieu qui s'appelle la France. Et pourquoi? Peut-être le prix, je ne sais rien. Mais en fin de compte, ça n'est qu'un traitement de la spasticité. Pour beaucoup de gens, au début, c'était « j'ai moins avoir mal ». Non, ce n'est pas du cannabis contre la douleur, c'est pour traiter la spasticité. Il semblerait que ce soit efficace et ça serait quand même intéressant de l'avoir pour que certaines personnes évitent de manger de trop fortes doses de baclofène, des choses comme ça. Je pense que ça serait intéressant à essayer. Je n'ai strictement qu'une expérience personnelle. Non, il n'est pas légal, il n'existe pas. Oui, non, donc je ne peux pas l'étudier et je ne peux pas dire de fumer un truc, c'est pas... Moi, j'ai juste une question. Il y avait un reportage qui est passé à la télé avec un neurologue de Dijon. Et ils ont mis en relation apparemment le fait d'avoir la mononucléose et la sclérose en plaques. Ah bah il est probable. Alors là, on reprend sur l'origine de la sclérose en plaques. Ouais, voilà. Bon, quand on est un peu vierge de tout, on a juste la flore de la mer qui arrive. Et on va rencontrer d'autres virus, des microbes, des trucs. Si on est élevé dans un cocon, comme en France, on va les rencontrer des fois tardivement. Quand on les rencontre très jeunes, on n'est pas raciste, hein, jeunes. Hein. Donc, on les considère comme des copains, et puis voilà, ça se passe bien. Donc, mais une fois que vous les avez connus, vous les connaîtrez toujours. Malheureusement, si vous êtes un peu dans votre coin, le jour où vous le rencontrez, vous voyez un étranger, vous lui pétez la gueule. Donc là, vous fabriquez des anticorps contre un antigène. Et manque de peau, ce gars à qui vous avez cassé la figure, ça peut être un petit cousin à vous, c'est-à-dire qu'une partie de votre corps y ressemble. Donc là, vous allez fabriquer une arme contre vous-même. Et c'est là que vous allez éventuellement créer une sclérose en plaques. C'est une des hypothèses. Et donc, le virus d'Epstein-Barr, qui est un virus quand même bizarre, hein, vous savez qu'à une certaine altitude, il donne le lymphome, et plus bas, il donne la mononucléose infectieuse. Question d'altitude, même pas de latitude, d'altitude. Comme bizarre, hein. Donc, il est quand même, tout le monde peut le fréquenter et on peut l'attraper. Et on pense que c'est le virus actuellement à la mode. C'est-à-dire, on a parlé longtemps du virus de la rougeole. Hein. Il y a eu très nombreuses études sur le virus de la rougeole. Là, on n'en parle plus. Maintenant, on parle du virus d'Epstein-Barr, qui est probablement indécoupable, qui est très probablement, quand on regarde les sérologies, ça a l'air d'être quand même assez solide. Mais c'est un ensemble. Hein. C'est pas parce que vous attrapez la mononucléose infectieuse, il faut attraper la mononucléose infectieuse, il faut avoir des gènes favorisants, il faut avoir un terrain, il faut l'attraper à un âge particulier. Par exemple, quand on regarde les Juifs qui ont migré après la guerre, ceux qui migraient avant l'âge de 14 ans ont le risque de sclérose en plaques du pays d'accueil. Ceux qui... je pédale plus fort, plus vite. Ceux qui migrent après 14 ans ont le risque du pays de départ. D'accord. Donc c'est un truc, même si vous avez une sclérose en plaques à 20 ans, 30 ans, le marqueur, il est avant 15 ans. D'accord. Ça, c'est un point important. Ouais. D'autres questions? Non? Oui, Amandine.
Voilà. En fait, sur les origines, on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas. Voilà, oui, je c'est me tiens, tout. mais c'est Ouais, parce ouais, qu'il est ouais, trop ouais. Merci, oui, fatigué, ça, moi, oui, bah, monsieur, oui, quand même, la faut se tenir fatigue. mieux que ça. C'est pas- Non, on ne sait toujours pas, en fait, les origines. De On quoi? saura jamais pourquoi on est tombé malade. Ah, bah, c'est multifactoriel. Non, 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 mais C'est la d'accord, mais- rencontre d'une personne avec un terrain immunologique particulier, probablement d'un virus particulier, à un âge particulier, Oui, mais dans un alors, pays particulier. C'est pas génétique, mais il y a quand même dans les Il y gènes. a des gènes Il y favorisants. a le soleil, mais pas Mais tout, le tout, temps, tout. plus les femmes, mais ça peut Mais être la grossesse, génétiquement, je pense qu'on pourra définir toutes les maladies, l'arthrose, mais, l'asthme, oui, mais on sait la on sait à polyarthrite. quoi c'est dû. L'origine. Bah, l'origine, c'est il faut avoir un terrain immunologique particulier, c'est ce que je dis. Moi, je le résume un petit peu. À un âge donné, rencontrer un virus particulier, créer une marque immunologique qui va se réveiller plus tard, et encore, il faut que ça arrive dans un pays particulier. Par exemple, l'histoire de... Il y en a beaucoup plus au 50e parallèle. Il y en a beaucoup. Il n'y en a pas du tout. Au 50e sud, il n'y en a pas. Il y a une raison très simple, c'est pourquoi? Bah oui, il n'y a pas de terre. Non, enfin, c'est plus l'Antarctique, mais il n'y a pas de terre à cet endroit-là. Donc, en Afrique, il y en a beaucoup moins. Les formes du Maghreb sont des formes différentes. Elles sont beaucoup plus sévères, mais il y en a beaucoup moins. Les Japonais qui avaient Oui, mais des j'ai formes entendu dire que c'était médulaires... pour le soleil aussi. Alors, ben non, justement, c'est pas le soleil, ça suffit pas. La vitamine D, ça suffit pas. La vitamine D dont on n'a pas parlé, mais là, eh ben ça suffit pas. C'est pas vraiment ça. C'est autre chose. Bah voilà. Donc, je sais. Qu'est-ce que je disais? L'Afrique. Ah oui, les Japonais avaient des formes médulaires, des espèces de myélites inflammatoires, des scléroses en plaques quand même très particulières. Maintenant, ils bouffent comme nous, ils grandissent comme nous. On était plus petits, ils ont pris 7 ou 8 cm et ils ont des scléroses en plaques comme nous. Donc, le fait de manger et de vivre différemment, ça compte beaucoup. Bah ouais, c'est capital. Donc, il n'y a pas que tout ça. Vous voyez, le nombre de facteurs qui arrivent. C'est la faute à pas de bol, en fait. C'est un ensemble, ouais. Voilà. Un ensemble. Merci, docteur Toisson. En revenant sur la fatigabilité, la fatigabilité ou Oui. la fatigue, Oui. effectivement, je pense qu'il ne faut pas toujours trop s'écouter, mais Oui. c'est important de garder nos muscles. Oui, Donc, il voilà. faut surtout continuer à aller chez le kiné ou faire de la piscine ou autre chose. Mais continuer, c'est très important. Ah, ça, c'est voilà. le clou qu'on renfonce Il faut et être qu'on battant. renfonce et Battant, qu'on battant, renfonce. battant. Mais effectivement, ne vous mettez pas des défis. Hein. L'Everest, c'est pas intéressant. Une petite question. Je prends Fampira, mais j'en prends qu'un le matin. J'en prends pas le soir. C'est par économie ou par... Non, c'est parce que j'ai des problèmes gastriques. C'est dommage, ouais. Dû aux effets indésirables du Fampira. C'est pas très fréquent, mais bon, c'est possible. Alors, comme il faut le prendre en dehors des repas, de toute façon, ah oui, on est un peu embêté. Moi, j'aurais tendance à le couper en deux. Parce que c'est pas un produit qui agit sur 24 heures. J'aurais tendance, je sais pas si on peut le couper, mais un marteau, ça existe. Hein. Ouais, non, on fait des bouts. Hein. Oui, il y a des petits trucs, des coupes-cigares, ouais. Ça fait au moins depuis 2 ans. Mais est-ce que vous n'avez pas un creux? Ben non, parce que c'est la nuit que vous êtes... ça vous pose moins de problèmes la nuit. Vous voilà, ouais. Ouais, bah attends... Non, parce que je pensais faire une occlusion intestinale. Ah, carrément, oui. J'ai été obligé de mettre 2 suppos pour évacuer. Ouais. Non, moi, les problèmes du Fampira que j'ai eu le plus important, c'est l'insomnie. C'est vraiment le plus important. L'insomnie sous Fampira. Et puis la contre-indication, c'est l'épilepsie, parce que ça augmente le passage. Et voilà, c'est les deux trucs. Hein.